Bonjour à tous. Alors, si c'est parti, on va commencer sans plus attendre parce que notre timing de ce début d'après-midi est très serré. Et puis, ça va laisser le temps aux retardataires de se connecter. Donc, je vais introduire un peu le topo de la journée. Donc, je suis Agnès Gaudichon. Je suis praticien hygiéniste au CPS Île-de-France et je fais partie du groupe de travail inter-CPS sur la transition écologique en santé. Et donc, c'est ce groupe qui organise ce webinaire du jour. Donc, je suis accompagnée de Natacha Roumégou aujourd'hui pour la logistique et que je remercie vivement pour ton aide. Donc, notre groupe de travail InterCPA, je vais vous en dire quelques mots très rapidement. Hop, je vous partage mon écran. Voilà, normalement, vous avez mon écran sous les yeux. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Vous voyez bien mes diapos? Oui, Non, parfait. Donc, on a un groupe de travail inter-CPIA sur la transition écologique en santé avec deux pilotes, donc le docteur Philippe Caranco du CHU de Nice et CEPIAS PACA, et puis docteur Sandrine Canouet du CEPIAS Occitanie, donc tous les deux très spécialisés sur notre thématique du jour, la transition écologique. Et au sein de ce groupe de travail, tous les CPIAS sont représentés. Donc, on travaille tous ensemble. Nos objectifs, c'est d'aider les professionnels de la PCI à intégrer la transition écologique dans toutes les actions du quotidien, finalement, de prévention et de contrôle des infections. Et pour ça, on essaye de vous proposer des outils pour vous accompagner dans cette démarche qui n'est pas à l'origine notre cœur de métier. Donc tous nos documents, vous les retrouverez sur le site du REPIA, le nouveau site du REPIA. Normalement, on a fait le point et tout y est. Donc on est organisé en plusieurs sous-groupes de travail. Le premier sous-groupe, c'est formation. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'organiser des webinaires pour vous proposer euh, des points réguliers. Bon, on essaye de faire une fois par an. L'année dernière, on avait fait sur l'éco-nettoyage. Cette année, on fait sur l'eau. Et donc, on fonctionne de la même manière. Un point réglementaire, une présentation un peu des risques infectieux par un expert. On revient sur les fausses bonnes idées qu'on pourrait avoir de transition écologique pour essayer de pas tomber dans les écueils de cette démarche. Et puis, on propose des retours d'expérience. On a un sous-groupe argumentaire qui propose de recueillir un peu les questions de tous les professionnels de terrain et essayer d'y répondre de façon documentée. Donc, bon, la bibliographie, parfois, on manque un peu d'informations là-dessus, mais on essaye d'y répondre, ne serait-ce que par du bon sens et un peu de réglementation. Donc, si vous avez des questions sur cette thématique de la transition écologique qui vous pose problème, n'hésitez pas à les envoyer à votre CPS et puis on essayera de vous proposer une réponse au sein de ce groupe de travail. On a aussi un groupe dédié à la production d'outils. Donc, vous avez pu peut-être voir nos premiers outils sortir, notamment sur la, la désinfection du caldan en endoscopie, la gestion du linge, le changement du linge, la fréquence de changement du linge et la dernière qui concerne l'eau, donc on la reverra tout à l'heure. Et puis le dernier groupe, c'est le groupe veille documentaire, donc en lien avec Mathis, qui va nous aider à faire la veille documentaire. Donc sur le nouveau site du RECA, on peut maintenant rechercher tous les documents liés à cette thématique de la transition écologique parce que il faut vraiment pouvoir rester informé, ça va très vite. Chaque société savante sort des recommandations à ce sujet assez régulièrement, comme la SPAR, la SPIF ou le CRS, bien sûr. Donc, euh, une page Internet vous permettra de retrouver tous les documents. Donc, voilà un peu notre groupe de travail et notre organisation. Donc, sans plus attendre, on va commencer le webinaire, hein. Donc, on a voulu vous parler aujourd'hui de l'usage raisonné de l'eau et de ses conséquences en prévention du risque infectieux, hein. C'est une thématique d'actualité. On sort d'un épisode caniculaire, donc que tout le monde a bien conscience qu'il va falloir utiliser l'eau avec parcimonie. Donc, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait avancer.
pour diminuer notre consommation d'eau et maintenir un niveau de soins, une qualité des soins à un niveau adapté. Donc, je vous précise qu'on enregistre le webinaire, vous aurez toutes les diapos à disposition et le replay, bien sûr. Donc, il y a cinq présentations qui vont durer une dizaine de minutes chacune. On essayera de prendre quelques questions si on a le temps. Et sinon, on vous proposera une foire aux questions à l'issue du webinaire. Donc, n'hésitez pas à faire vos questions, vos commentaires sur le chat. Alors oui, je vois dans le chat qu'on entend très mal. Moi, j'entends un écho aussi, donc je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça va mieux si c'est moi qui prends le relais? Est-ce que vous entendez mieux? Oui, c'est mieux, Philippe. Hein. Bonjour à tous. De toute façon, je te laisse la Bon. parole, Philippe, Ah. pour parler de consommation d'eau. Alors, je prends. Ne partez la parole. pas, hein, on entend mieux Philippe. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, je tente de régler mon écran. Je peux bien arriver à réduire celui-là. Voilà, très bien. Voilà, je vais vous parler en quelques minutes qui me sont attribuées de consommation d'abord. Pour aborder un sujet, il faut d'abord savoir combien des idées de volume. Alors, par lit et par jour, un hôpital consomme beaucoup d'eau. Vous voyez, 750 litres en moyenne, c'est une moyenne. Ça va de 80 à 1200 en fonction des publications et de ce qu'on peut trouver comme enseignement. Alors, ça varie beaucoup parce que tous les hôpitaux n'ont pas le même équipement. Bien sûr, il y en a qui ont leur blanchisserie en interne, d'autres qui ont leur stérilisation en interne, ça change beaucoup. D'autres qui font de la dialyse, vous allez voir, ça change beaucoup les volumes. Mais en moyenne, c'est 750 par hôpital et par lit et par jour. Voilà. Au domicile, la moyenne en France est de 150 litres. Là encore, ça varie, mais moins. 150 litres par jour et par habitant. Un EHPAD, lui, c'est de l'ordre de 332 litres pour la moyenne, je répète, mais c'est encore très variable, parce qu'il y a en fonction, mais sur des usages qui sont faits, en particulier la blanchisserie ou pas. Alors, si on compare, donc 5 fois plus, un lit d'hôpital consomme 5 fois plus qu'un Français, en termes de consommation d'eau, 50 fois plus qu'un habitant du Sahel, vous voyez, voilà, qui consomme 10 fois plus d'eau, 10 fois moins d'eau dans le Sahel qu'un habitant en France. Vous comprenez bien pourquoi. Et puis, la consommation totale annuelle de CHU de 500 litres, ça représente 54 piscines olympiques par an. Mais si on fait la somme, ou si on s'intéresse à la somme de la consommation d'eau des établissements de santé en France, ça représente environ 1,3 à 1,8% de la consommation française de toute l'eau potable. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, un 3 à un 8, c'est des petits chiffres, mais quand même, le volume d'eau consommé en France est quand même très important. Donc, ça fait une masse non négligeable, je dirais, d'eau consommée par les hôpitaux, les établissements de santé, au sens large, en France. Alors, au niveau des autres pays, pour aller très vite, les anglo-saxons en particulier, les USA, consomment beaucoup plus d'eau que nous. L'Espagne également, par lit et par jour. C'est lié aux pratiques, entre autres, de blanchisserie qui ne sont pas exactement les mêmes qu'en France, liées au type d'appareil et à la chimie utilisée. Alors là encore, la consommation d'eau par habitant, vous voyez, des chiffres quand même assez variables. On se présente là dans la moyenne de quelques exemples. L'exemple le plus démonstratif est en Dubaï avec 500 litres d'eau par jour et par habitant, qui est même plus élevé, donc presque 2 fois plus que les USA, il faut quand même le faire. Mais ils ont les moyens de se le payer. Et pourtant, ça coûte presque aussi cher que le pétrole chez eux. Alors, la répartition des usages à l'hôpital maintenant, comment l'eau est utilisée au sein de l'hôpital, quels sont les principaux utilisateurs, principaux consommateurs. Alors, on voit que les soins, c'est 40% de l'ensemble de la consommation. Les consommations techniques qui incluent donc la blanchisserie, la cuisine, par exemple. Non, la cuisine est à part, la blanchisserie sont à part, je vous dis des bêtises. Les techniques, c'est les groupes de froid, c'est l'eau chaude sanitaire, ouais, c'est les appareils techniques qui font fonctionner l'hôpital, c'est un peu plus que les soins. Et vous voyez que la blanchisserie, c'est vraiment un secteur important. Là où vous cherchez une blanchisserie, vous trouverez de l'eau. C'est 9% de la consommation à l'hôpital et la cuisine, 7%. À droite, vous avez comparaison entre un CHU et un EHPAD. On voit que les rapports n'ont rien à voir, bien entendu, surtout dans la partie technique et la partie hospitalisation et soins. On va voir pourquoi, puisque si maintenant on s'intéresse précisément par activité médicale, la consommation d'eau par activité médicale, on voit que c'est l'hémodialyse qui arrive largement en tête, qui consomme énormément d'eau, parce qu'une séance d'hémodialyse, vous avez à gauche les chiffres qui sont représentés par ce tableau, c'est de 500 à 600 litres par dialyse.
Alors ça peut varier là encore suivant les méthodes, les appareils utilisés et puis les techniques utilisées par les néphrologues de dialyse, mais c'est cet ordre de grandeur qu'on retrouve partout, plusieurs centaines de litres par dialyse. Et viennent ensuite la douche ou le bain. Alors un bain, une baignoire, c'est 150 litres. Et là, la moyenne, ça va de 40 à 150, suivant qu'on donne une douche ou un bain. Oui, c'est pour ça que vous avez la représentation, le bleu foncé étant le chiffre bas et le bleu clair étant le chiffre haut maximum. Un cycle de stérilisation, c'est 60 à 120 litres. Oui. Une ECBU, ça consomme beaucoup d'eau. Pas au moment où on fait peut-être directement l'examen, mais dans l'ensemble de l'analyse du cycle de vie d'une ECBU, oui, 60 à 120 litres, en comptant évidemment le traitement au laboratoire. Hein. Les injections intravitréennes, ça a été un objet intéressant parce que ça fait partie des gestes chirurgicaux qui consomment le plus d'eau, et 30 litres d'eau au cours d'une injection intravitréenne. Une toilette complète au lit, puis le repas, 20 litres à peu près. La blanchisserie au kilo. La blanchisserie au kilo, c'est 5 à 20 litres, suivant que vous êtes bien, plus ou moins bien équipé en blanchisserie industrielle qui consomme moins. Et la prise de sang, c'est 7 litres, et un lavage des mains, c'est 1 litre à 2 litres. Là, vous avez donc une répartition qui montre, en tout cas dans les publications, de ce que l'on trouve dans les publications. Tout n'est pas testé, malheureusement, mais c'est ce que l'on trouve. Donc, je terminerai là-dessus sur le fait que si vous voulez savoir, si vous voulez vous intéresser à l'eau, il faut d'abord mesurer les consommations. Et pour la mesurer, ce n'est pas la consommation globale, bien sûr, qui est intéressante, c'est la consommation par réseau, au moins par réseau, par type de réseau, et par surtout gros consommateurs. C'est pour ça qu'on vous recommande d'installer des compteurs qu'on appelle des compteurs divisionnaires, qui sont des compteurs de secteur, sectoriels, si vous voulez, que l'on place en amont des installations les plus consommatrices pour pouvoir les surveiller, pour pouvoir surveiller donc la consommation, les variations de consommation, et éventuellement agir dessus lorsqu'on va faire des économies de sobriété d'usage. Donc c'est vraiment important, puis ça vous renseignera également de façon très utile lorsqu'il y aura, vous allez voir des fuites qui sont quand même importantes. Je vais vous en parler une seconde après. Ces réseaux, vous avez des schémas à gauche là, issus du guide de l'eau de 2005, qui est la schématique des divers types de réseaux que l'on rencontre à l'hôpital. Ben, ils sont complexes dans un grand bâtiment, ce qui augmente le risque infectieux parce qu'il faut gérer la circulation de l'eau dans ces réseaux complexes. Et puis, il y a un taux de fuite qui est de l'ordre de 20 à 25% dans tous les types de réseaux, quels qu'ils soient, y compris à l'hôpital. Donc, ce taux de fuite important, il faut en tenir compte. Là, le chiffre que je vous ai donné inclut un taux de fuite de 5 à 25%, quand même. Et puis, l'avenir est peut-être ouvert à la réutilisation, puisque la consommation, c'est ce que l'on puise, moins ce qu'on réutilise. Pour l'instant, on ne réutilise pas, et je laisserai évidemment la partie réglementaire vous parler de ce sujet de futur de la réutilisation d'eau. Voilà, j'ai terminé mon introduction et je passe la main. Merci de votre écoute. Merci Philippe pour le respect du timing. Donc j'essaye de parler plus fort, j'ai coupé ma caméra. Juste un petit commentaire, on ne parle pas des consommations en cuisine, mais je crois que c'était présent sur le camembert. Hein. Oui. Oui, 20 litres par repas. Et de mémoire, quelques pourcents, 9%, je crois. Non, 9%, c'est la blanchisserie, c'était l'ordre de 7% ou 8% de la consommation totale d'un hôpital. Alors, ce sont des chiffres pour un grand hôpital, ce ne sont pas des chiffres forcément adaptables pour tous les établissements. Hein. Évidemment, chaque type d'établissement a une répartition un peu différente. Et puis une autre question, d'où vient le chiffre de 20 à 25% de taux de fuite? Pardon, j'ai pas entendu. D'où est-ce que vient le chiffre de 20 à 25% de taux de alors, fuite? c'est ce qu'on trouve partout écrit dans les documents, que ce soit les documents officiels ou dans les documents, les rapports, et c'est absolument pas faux, hein, c'est réel. Alors, vous avez en particulier les toutes petites fuites qui se situent à chaque WC, chaque appareil. Voilà, une goutte qui tombe toutes les secondes, ça représente plusieurs dizaines de litres dans une journée, quoi. C'est impressionnant de voir le volume qui est perdu. Et les réseaux en eux-mêmes sont source de fuite. Les raccords, voilà. Dans l'urbanisme, enfin dans le milieu urbain, c'est connu, et c'est vrai aussi au sein des bâtiments. C'est des taux que l'on trouve écrits partout. Cherchez, vous verrez, vous les trouverez. Alors ça va de 5, je répète, à 25. 5 dans des réseaux récents et surveillés. Il y a encore 5% de fuite. Là, ça vient aux appareils terminaux, si vous voulez. Mais 25, c'est sur des réseaux qui sont mal entretenus et dans lesquels il y a des personnes, enfin des joints, surtout des systèmes de jonction de tuyaux qui sont pas bien, surveillés. Ok, très bien, merci. On va avancer pour essayer de respecter notre timing.
Donc, je laisse la parole à Fabienne Bozon, qui est infectiologue au CHU de Besançon et qui est aussi au CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous parler des risques infectieux liés à l'eau. Ok. Donc déjà pour une petite diapo d'entrée, donc l'eau c'est la vie, mais ben oui malheureusement il peut y avoir des infections liées à l'eau, en particulier hors même hospitalier avec des activités aquatiques, les problématiques de dermatose liées au contact avec de l'eau, les otites, la leptospirose. L'analyse aussi des eaux usées est parfois très instructive et nous permet d'évaluer des phénomènes épidémiques, voire d'anticiper des épidémies. Il y a une étude justement qui a été réalisée en Guinée, on ne sait pas chez nous, mais en Guinée, où ils ont constaté lors de leur épidémie de rougeole que de façon antérieure, il y avait eu déjà détection du virus de la rougeole dans les eaux usées. Donc l'eau, ça peut être un indicateur important aussi de partage de micro-organismes. Donc la diapo suivante. Donc pourquoi l'eau est un enjeu en milieu de soins? C'est une ressource vitale, non stérile, utilisée quotidiennement dans les soins. Elle peut être vectrice donc de micro-organismes pathogènes et la gravité en fait va dépendre de l'agent pathogène et de son inoculum, de sa dose infectante, donc de la voie d'exposition, mais aussi et surtout de l'état immunitaire du résident ou du patient ou du professionnel exposé. Il y a donc des enjeux sanitaires, écologiques et économiques. Et l'objectif est double, c'est une prévention des infections, mais toujours dans le domaine de la gestion durable. Il y a aussi une démarche qualité avec une évaluation des risques des réseaux d'eau et selon l'arrêté du 30 décembre 2022, je vous ai mis le QR code pour vous référencer. Les différentes voies de communication, de contamination dans les établissements de santé, je pense que vous les connaissez. L'inhalation, l'exemple des douches, des nébuliseurs, qui est possiblement source d'infections respiratoires. Le contact avec les plaies ou les muqueuses. Le rinçage de matériel médical non stérile et puis l'ingestion. Alors, concernant la nature des micro-organismes, celui-ci, tout le monde le connaît, c'est un des risques infectieux majeurs liés au réseau d'eau hospitalier, par inhalation d'aérosols d'eau contaminés par Legionella pneumophila. Mais dans cette étude-là, qui date de 2006, on constatait bien évidemment qu'il y avait une relation entre la présence de Legionelle et la dureté de l'eau, la température, c'est inférieur à 50 degrés, et la présence de protozoaires ou d'amibes, qui ont un rôle important au sein des biofilms dans la survie de ces micro-organismes. Les conclusions, c'était qu'il n'y avait aucune légionelle isolée quand la température de l'eau était supérieure ou égale à 58, d'où la pertinence du maintien d'une telle température dans les réseaux. Mais on a aussi des légionelles qui sont présentes en dessous de 20 degrés. Les légionelloses ne sont pas toutes dues à une contamination par Legionella pneumophila, en particulier pour les immunodéprimés. Il y a différents travaux qui ont confirmé la présence de légionelles à des températures inférieures à 20 degrés. Et l'isolement de Legionella non pneumophila, tels Anisa, Jordanis ou Donaldsoni, incite à s'intéresser à la présence de Legionella non pneumophila dans les secteurs hospitaliers à risque. Concernant le Pseudomonas aeruginosa, c'est une bactérie BGN omniprésente dans l'environnement, les sols, les eaux naturelles telles que les lacs et les rivières. Sa présence dans l'eau potable, elle est probablement davantage liée à sa capacité à coloniser des biofilms des appareils sanitaires tels que les robinets ou pommeaux de douche, qu'à sa présence dans le réseau de distribution ou l'eau potable traitée. Alors, cette bactérie, elle a peu d'exigences nutritionnelles, elle a de grandes capacités d'adaptation, elle a une aptitude en effet à survivre même à des faibles températures. Elle est qualifiée d'opportunistic premise plumbing pathogène, c'est-à-dire qu'elle a une facilité à persister dans les réseaux de plomberie et les surfaces humides. Elle a aussi des capacités de résistance aux antibiotiques par le biais de mutations chromosomiques, mais aussi de résistance aux antiseptiques et désinfectants, d'où la capacité à coloniser des matériaux inertes tels que des équipements médicaux et des surfaces hospitalières. Elle a aussi une tolérance vis-à-vis de certains métaux comme le cuivre, fréquemment utilisés donc dans les réseaux d'eau hospitaliers. Donc, je vous ai mis à chaque fois les petites références en encadre. Au sein des services de soins, donc Pseudomonas aeruginosa est régulièrement isolé au niveau des siphons, des brise-jets, et en particulier ceux utilisés pour le lavage des mains, la toilette des patients ou l'entretien des locaux. Alors, vous avez le petit graphique sur votre gauche pour expliquer un petit peu l'interconnexion qu'il peut y avoir entre, en effet, le réseau, les réservoirs environnementaux, les patients et possiblement les soignants avec le risque de transmission croisée.
Mais quelle est l'importance relative des sources exogènes, c'est-à-dire extérieures de l'environnement, par rapport aux sources endogènes de Pseudomonas aeruginosa? Quand il y a eu des cas d'infection possiblement associés aux soins, il y a eu des typages moléculaires pour essayer de vérifier si la souche retrouvée au niveau des siphons ou de l'eau était compatible avec la souche retrouvée au niveau de ces gens infectés ou possiblement colonisés. Mais il est difficile de mettre en évidence un lien entre présence de Pseudomonas dans l'environnement et la survenue d'infections humaines. Donc, de base, Pseudomonas est responsable chez le sujet sain d'infections oculaires ORL, on l'a vu juste avant, donc dans les eaux récréatives, mais parfois aussi de tableaux cliniques graves chez les patients immunodéprimés. Et je vous ai mis le petit encas à côté, endocardite, méningite, septicémie. C'est un des principaux pathogènes responsables d'infections associées aux soins en réanimation en unité de soins intensifs, ce qui justifie la mise en place de filtres terminaux dans les unités de réanimation dégrambulés et greffés. Alors, l'association entre contamination du réseau d'eau et incidence des infections associées aux soins à Pseudomonas aeruginosa est essentiellement observée dans les secteurs dits à haut risque, donc d'hémato, réanimation ou greffés. Dans les secteurs hors de soins patients, il est difficile de faire là encore, je vous le resignalerai encore après, entre la présence de Pseudomonas dans l'eau et réellement l'impact sur les risques d'infection associés aux soins. Donc, la base de la protection, c'est vraiment le risque de transmission croisée, donc surtout via le manuportage, et l'importance donc de l'hygiène des mains dans la prévention de ces infections de transmission croisée. Concernant les BGN, on a moins de documentation sur la relation entre présence de BGN non fermentaires dans l'eau et la survenue d'une infection associée aux soins par rapport à Pseudomonas aeruginosa. Peut-être plus une confirmation, une preuve concernant Stenotrophomonas maltophilia où la relation est beaucoup plus présente de cause à effet. Et essentiellement, c'est au niveau des siphons qu'on va trouver la présence de ces germes. Donc, les patients immunodéprimés et de réanimation présentent un risque accru d'infection. Les pathologies en général sont des infections respiratoires, urinaires et parfois des infections pulmonaires. Concernant les mycobactéries atypiques, il y a de nombreuses espèces qui sont identifiées dont la majorité est saprophyte. Il y a quelques souches pathogènes opportunistes, je vous les ai donc citées, qui vont possiblement entraîner des mycobactérioses localisées, alors pulmonaires, souvent sur des terrains favorables avec des patients insuffisants respirateurs ou BPCO, mais aussi cutanés ou ganglionnaires, ou parfois généralisées donc chez les patients fragilisés ou immunodéprimés. Il n'y a pas de transmission interhumaine. Le réservoir, c'est l'environnement et en particulier l'eau. C'est un micro-organisme qui est difficile à isoler et qui est particulièrement résistant. Le réseau de distribution donc d'eau de l'hôpital peut être contaminé par des mycobactéries non tuberculeuses et ça représente quand même une source potentielle d'infection associée aux soins. Tout appareil à réservoir d'eau, en particulier les générateurs thermiques de CEC, les aérosols produits par les douches. Et cette étude là de 2016 confirmait encore que l'origine de ces mycobactéries non tuberculeuses, c'était l'eau de la douche et des lavabos, avec des infections des voies veineuses centrales ou de plaies opératoires. Les autres facteurs de contamination, c'est les services de dialyse, tous les actes endoscopiques ou l'utilisation d'eau du réseau pour le rinçage de dispositifs médicaux. Dans la plupart des études qui ont été relatives aux mycobactéries non tuberculeuses, l'information concernant donc le sens, là encore, de contamination, est-ce que c'est le patient à l'origine de la contamination de l'environnement ou seul environnement, n'est pas toujours bien précisée. Donc c'est une bactérie avec une membrane hydrophobe facilement aérosolisée. Voilà. Les espèces à croissance rapide comme les formes Fortuitum et Chelonae présentes dans l'eau du fait de leur résistance aux désinfectants peuvent être à l'origine donc de contamination, de matériel médico-chirurgical et d'infections cutanées. Concernant l'eau froide, donc l'isolement des formes Xenopie et Kansasi, c'est fréquent dans le système de distribution d'eau froide et c'est responsable de mycobactérioses pulmonaires et osso-articulaires. Et les espèces du complexe Avium, elles, sont plus facilement retrouvées dans les eaux chaudes et elles sont responsables de mycobactéries les plus fréquentes en pathologie humaine. Quid du réchauffement climatique? Voici de façon résumée les résultats d'une étude d'augmentation de la température d'un réseau de distribution de 16 à 24 degrés afin de simuler l'effet du réchauffement climatique. Eh bien, il y a une augmentation des germes opportunistes, dont les mycobactéries non tuberculeuses. Et est-ce que ce seraient donc des futurs agents pathogènes d'intérêt dès que la température avoisine les 20 degrés? Alors, la nature d'autres, on peut trouver eau et champignons filamenteux en sachant que quand même la transmission essentielle, elle est aérienne avec les principaux réservoirs qui sont donc dans l'air et les surfaces.
Mais on a parfois certains champignons filamenteux qui sont isolés sur les robinets, les éviers, les environnements, et en particulier le fusarium. Donc on peut avoir des infections qui sont assez rares et qui sont retrouvées essentiellement chez les immunodéprimés. Pour terminer bientôt, donc les agents à tropisme digestif, voilà, vous avez les virus, vous avez certaines bactéries, vous avez aussi parfois des parasites, dont le tableau clinique essentiellement donc un tableau digestif. Les analyses de routine au robinet ne recherchent pas systématiquement ces agents-là, on ne va les rechercher que s'il y a un foyer épidémique. Mais là, en l'occurrence, le risque est plus communautaire qu'associé aux soins. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, quelle relation entre la présence de micro-organismes dans l'eau et la survenue d'infections associées aux soins? Quel est le schéma de transmission? On a une notion de facteur individuel prédominant aux facteurs environnementaux. Oui, la durée de présence dans un service hospitalier, la ventilation mécanique sont des facteurs aggravants. Et le principe des précautions standards sont toujours bien évidemment à mettre en place. Pour terminer, donc eau froide, la température pouvant laisser espérer quand même l'absence de croissance de bactéries hydriques pathogènes opportunistes serait de l'ordre de 10 degrés. Il va être difficile de maintenir une telle température dans les réseaux de distribution, surtout en été. Et donc, il va falloir tenir compte de ce risque de contamination des points de distribution dans les établissements, ainsi que le risque d'aérosolisation. Pour l'eau chaude, c'est la gestion légionelle dans l'optique d'une gestion durable et la majoration potentielle des infections à mycobactéries non tuberculeuses et en particulier avium à l'avenir. Merci Fabienne. Je retourne sur le chat. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de questions. Il y a une question juste en dernier, je ne sais pas si tu la vois. Pourquoi la VMC? C'est ça que je vois. J'entends pas. Pourquoi la VMC? Pourquoi là? VMC. La VMC? Je ne vois pas ce que ça veut, je comprends pas. Ouais, alors ventilation mécanique peut-être, mais je sais pas, VMC, là. Ventilation mécanique contrôlée. Oui, contrôlée. Parce que ces gens-là, ce sont souvent en général des patients de réanimation. Les risques en effet d'infections associées aux soins, ils existent bien évidemment dans d'autres établissements que dans les services dits chauds, mais il est évident que malgré tout, ce sont des patients fragiles. La durée d'hospitalisation peut expliquer le risque plus important. Et puis tous les gestes qu'on va avoir à portée de la voie aérienne, on va les aspirer, on va éventuellement, voilà, il y a un risque. Et je pense que là encore, il ne faut pas oublier que le soignant reste quand même un élément et un maillon important dans le risque de transmission croisée. On revient toujours aux précautions standards. Il n'y a pas d'autres questions, donc je te remercie. On va laisser Madame Ledinois, qui est ingénieure sanitaire à l'ARS Normandie, qui va nous faire un point réglementaire sur les eaux à l'hôpital. Je vous laisse partager votre diaporama. On le voit, pour l'instant vous n'êtes pas en plein écran. C'est bon. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay, Parfait. Parfait. Donc Bérangère Ledinois, bonjour à tous. Je travaille à l'ARS Normandie au pôle santé environnement et j'interviens également dans le cadre de notre feuille de route régionale sur la transition écologique du système de santé en Normandie. Donc l'objectif de cette intervention, c'est de vous montrer en quoi le Code de la santé publique sur le volet eau va concourir à un usage raisonné de l'eau, même si son objectif principal est avant tout de prévenir les risques sanitaires. Donc le postulat de base, c'est de dire que l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, c'est la règle en établissements sanitaires et médico-sociaux pour les principaux usages et pour prévenir les risques sanitaires, c'est-à-dire en cas de double réseau avec un mésusage ou en cas de contamination du réseau d'alimentation en eau potable avec un retour d'eau. Ça, c'était le postulat de base. Néanmoins, face à la situation climatique qu'on connaît, à la raréfaction de la ressource en eau, la réglementation est amenée à évoluer, enfin a évolué d'ailleurs, pour envisager d'autres types d'eau pour certains usages.
Un préalable avant d'introduire ces nouvelles eaux et ces nouveaux usages, c'était de s'assurer qu'on renforçait bien la sécurité sanitaire en sécurisant nos installations intérieures d'eau destinées à la consommation humaine pour prévenir tout risque de mésusage, mais aussi de contamination du réseau AEP. Donc pour y répondre, la réglementation a évolué en 2022 avec l'introduction de l'évaluation des risques sanitaires liés aux installations intérieures, dont on a déjà parlé très rapidement dans une précédente intervention. On a également l'arrêté réseau qui était attendu depuis un certain nombre d'années, qui est sorti en 2021, qui vise aussi à éviter tous les risques de contamination du réseau d'eau potable avec tout ce qui est dispositif anti-retour d'eau. Donc, une fois que ces garde-fous étaient apportés par les réglementations et en réponse au plan d'action eau dit de gestion résiliente et concertée de l'eau, qui a été pris suite à la situation climatique compliquée qu'on a vécue, le ministère de la Santé a fait évoluer les textes en intégrant de nouveaux types d'eau qui sont les eaux impropres à la consommation humaine, uniquement pour certains usages domestiques. En fait, les eaux qui ont été retenues et les usages retenus devaient présenter un intérêt environnemental avéré sans compromettre la santé publique. Parce que c'est vraiment l'objectif du Code de la santé publique. Très rapidement, avant de revenir sur l'évaluation des risques et les eaux impropres à la consommation humaine, je voulais juste rappeler néanmoins que dans le Code de la santé publique, on avait déjà des dispositions qui permettent en quelque sorte de réduire nos consommations d'eau. En effet, il s'agit avant tout de délivrer une eau qui réponde aux critères de qualité. Donc, on a des obligations qui incombent aux établissements en tant que distributeurs d'eau de surveiller la qualité de l'eau, de respecter des règles de conception, de déployer des mesures correctives et de tracer toutes les actions qui sont mises en œuvre. Déjà, rien que le respect des règles de conception et d'hygiène des installations, ça doit contribuer à réduire nos consommations d'eau. En effet, on peut trouver des exemples qui montrent que, par exemple, si on surdimensionne nos productions d'eau chaude sanitaire ou encore si on ne calorifuge pas les réseaux, on va être amené à consommer davantage d'eau. Et donc, si vraiment le respect de ces règles de conception sont appliquées, on a déjà une diminution de nos consommations d'eau. Donc maintenant, je vais en venir vraiment sur les deux focus que je voulais vous évoquer. L'évaluation des risques sanitaires liés aux installations intérieures. Donc c'est une obligation qui date de 2022, je vous ai repris les références. Là, l'objectif de cette évaluation des risques, c'est à la fois d'analyser les risques et de procéder à une surveillance de la qualité de l'eau. C'est à la responsabilité du propriétaire du réseau intérieur et on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue et de gestion préventive. Donc, les établissements qui sont concernés, c'est notamment les établissements sanitaires et médico-sociaux. Il y a toutefois des exemptions dès lors que ces producteurs, ces établissements fournissent moins de 10 mètres cubes par jour ou approvisionnent moins de 50 personnes. Donc, généralement, pour les établissements sanitaires, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Les échéances réglementaires, cette évaluation des risques, elle doit être faite dans ces établissements avant le 1er janvier 2029 avec des mises à jour autant que de besoin et à minima tous les 6 ans un renouvellement. Donc les objectifs qui sont dans cette évaluation des risques, ça va être à la fois de caractériser et décrire le réseau intérieur, d'identifier tous les événements dangereux qui vont peser sur les installations intérieures et notamment par rapport à la problématique des légionnelles et du plomb, mais pas uniquement. Ensuite, il va falloir identifier les niveaux de risque par rapport aux dangers identifiés, proposer par le prestataire qui interviendra des mesures de gestion associées afin de supprimer ces événements dangereux. Et pour terminer, vérifier l'efficacité des mesures de gestion mises en œuvre. Donc, je vais insister sur le fait que cette évaluation des risques, en aucun cas, c'est un diagnostic sanitaire et technique des réseaux, ni un rapport d'équilibrage des réseaux. Là, on est vraiment en amont de ces éventuels diagnostics et rapports pour voir déjà avoir une première évaluation des risques que pourraient présenter les installations intérieures. Donc, qui procède à cette évaluation? C'est un professionnel disposant de compétences et de qualifications dans le domaine des réseaux d'eau. C'est comme ça que c'est écrit dans nos textes. Ça doit être mis en œuvre soit à la phase de réception du bâtiment pour les bâtiments neufs, soit en cours d'exploitation. Évidemment, cette évaluation des risques, elle s'associe à des suites à donner par le propriétaire dès lors qu'on met en évidence soit des dysfonctionnements, soit une dégradation de la qualité de l'eau, soit des dépassements des limites de qualité. Donc, je vous ai repris à chaque fois les textes qui reprennent ces dépassements des limites de qualité. Concrètement, on va sur des diagnostics techniques de l'installation qui doivent être mises en œuvre, une surveillance adaptée de la qualité de l'eau distribuée, alors ça peut être l'eau froide et l'eau chaude, et la mise en œuvre de mesures de gestion des risques associés.
Je vous ai remis dans cette diapo les différents outils qui existent pour le déploiement de cette évaluation des risques, notamment un fichier Excel qui permet d'accompagner les prestataires qui mèneront ces évaluations des risques. Le deuxième focus, c'est les eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques. Donc, comme je l'évoquais en introduction, on a un nouveau cadre réglementaire strict qui est paru pour répondre à la problématique de crise climatique qu'on a pu rencontrer et de raréfaction des ressources en eau pour envisager aussi dans les ERP l'utilisation de certains types d'eau, la réutilisation ou l'utilisation de certains types d'eau qui ne sont pas des eaux destinées à la consommation humaine pour certains types d'usages domestiques. Donc tout est encadré par des textes que je vous ai repris. Le principe, c'est que ces utilisations de ICH sont possibles pour des eaux qui sont produites dans l'enceinte de l'établissement où elles ont été collectées. Donc ça concerne les ERP, dont les ERP établissements médico-sociaux et établissements sanitaires. La réglementation prévoit des couples d'utilisation, c'est-à-dire un type d'eau impropre à la consommation humaine associé à un usage domestique. On reviendra sur la diapo suivante sur ces couples qui sont prévus. Pour le propriétaire, il aura des obligations en matière de conception, d'exploitation, d'entretien, de traçabilité et d'information des usagers. En fonction de ce couple type d'eau usage domestique, il sera soumis ou non à des procédures administratives avant la mise en service. Bien évidemment, il y a des usages qui sont strictement interdits à partir de ces eaux impropres à la consommation humaine. C'est tout ce qui relève de l'alimentation, de l'hygiène corporelle et également la brumisation et les jets d'eau. Donc là, c'est vraiment les eaux destinées à la consommation humaine qui doivent exclusivement être utilisées. Là, ce tableau, c'est pour vous présenter les différentes procédures et les critères de qualité qui s'appliquent pour les établissements recevant du public sensible, donc, notamment les établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, vous avez différents types de situations. En gris, vous allez retrouver les couples usages et types d'eau pour lesquels il n'y a aucune obligation pour les propriétaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent désormais utiliser par exemple de l'eau de pluie ou de l'eau douce pour le lavage des sols en intérieur ou de l'arrosage des jardins potagers. Il n'y a aucune déclaration à prévoir. Ensuite, on a les situations pour lesquelles il y a une déclaration à faire auprès du préfet. Donc, je vous ai remis le lien. Cette déclaration est associée aussi à des critères de qualité à respecter qui sont définis dans une annexe de l'arrêté et qui sera dans la dernière diapositive pour information. Ensuite, vous avez des couples et types d'eau usage pour lesquels il faut une autorisation préfectorale. Donc, c'est un dossier qui est à déposer, qui est instruit par l'ARS. Et pareil, on a des critères de qualité à respecter. Donc là, ça concerne les alimentations des fontaines décoratives, l'évacuation des excrétas, le lavage des surfaces extérieures et l'arrosage des toitures, murs végétalisés pour lesquels, avec des eaux grises ou issues de piscines à usage collectif, on a une autorisation à mettre en œuvre. À demander, pardon. Et pour terminer, on a toutes les situations pour lesquelles le législateur n'a pas pu trancher parce qu'on n'avait pas suffisamment de données. Donc, on appelle ça des expérimentations. Donc, c'est pour certains types d'eau, toujours, certains usages. Donc, ça apparaît en jaune sur la diapo. Et là, en l'occurrence, on n'a pas encore de texte qui cadre ces expérimentations. C'est attendu au niveau du ministère. Donc, c'est en cours de rédaction. Ça comprend notamment les eaux spéciales des établissements de santé pour lesquels on aura des possibilités d'expérimentation. Et pour finir, il y a certains usages qui apparaissent dans ce tableau pour lesquels il y a interdiction d'utilisation pour les usages domestiques qui sont cités. Sur les EICH, donc les obligations que j'ai déjà rapidement mentionnées, le propriétaire a des obligations en termes de conception technique des installations. Donc, ça porte notamment sur tout ce qui est repérage des canalisations, éviter qu'il y ait des risques de mélange d'eau. Les points de soutirage doivent être non accessibles au public. On doit bien avoir des séparations strictes entre les réseaux. Vous avez aussi une information des EOH sur la présence de ces systèmes qui doit être prévue pour les établissements sanitaires. Vous avez aussi pour les propriétaires une obligation de surveillance de la conformité du système. Donc cette surveillance, elle comprend notamment un examen visuel et des analyses d'eau, un entretien et une maintenance. Donc l'entretien courant plus des maintenances un peu plus particulières, notamment pour veiller à la conformité. Vous avez des obligations en termes d'information des usagers sur l'existence de ces dispositifs, de ces types d'eau et les usages possibles, des recommandations d'usage. Et pour terminer, vous avez des actions à mettre en œuvre par le propriétaire dès lors qu'un danger sanitaire est identifié
À noter que le préfet a la possibilité de suspendre l'usage de l'installation dès lors qu'il y a ce type de risque sanitaire si ce n'est pas contrôlé. Et pour terminer, information importante, mais qui est assez comparable à tout ce qu'on peut retrouver dans le Code de la santé publique, il faut une traçabilité de toutes les opérations qui sont mises en œuvre et une documentation et des actes administratifs qui soient bien recensés au même endroit, donc dans un carnet sanitaire. Pour terminer, mais ça a déjà été évoqué en introduction, l'opportunité d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, elle doit bien être évaluée par les établissements, au regard évidemment des investissements, mais surtout des bénéfices-risques. Et ce recours à ces eaux impropres à la consommation humaine ne peut pas suffire, c'est-à-dire qu'il doit vraiment s'inscrire dans une démarche globale de gestion des eaux. Donc avant tout, identifier les économies d'eau possibles, et notamment par des compteurs qui vont permettre de voir les principales consommations d'eau et là où on peut intervenir. Et puis aussi la recherche de fuite qui a déjà été mentionnée. Et effectivement, c'est un point particulièrement important. La dernière diapo, c'est juste pour vous montrer les critères de qualité qui sont fixés par la réglementation, qui vous sont repris avec des qualités A+ ou A selon le type de couple, usage et type d'eau. Merci beaucoup, c'était très intéressant et on a beaucoup de questions. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Lors de la construction d'un bâtiment, est-ce que le constructeur doit désinfecter l'ensemble du réseau d'eau avant réception? Ah là, ça dépasse mon intervention. Je ne veux pas dire de bêtises, donc Il je y a vais des pas pour répondre et à des cette question. contre, des Ouais, intervenants ont répondu. Donc, d'accord, ok, bon bah très bien. on va passer à la suivante. Ok. Sur l'évaluation du risque sanitaire, est-ce que c'est obligatoire sur les bâtiments neufs? Et puis, qui est-ce Oui. qui doit réaliser cette évaluation? Ouais, c'est ce que je disais. En fait, tous les bâtiments neufs, cette évaluation des risques sanitaires, elle doit être délivrée au moment de la réception du bâtiment. Et c'est à la charge du propriétaire. Cette évaluation des risques sanitaires, elle doit être faite par des professionnels compétents et pour lequel on a notamment une qualification. Alors, c'est la qualification attribuée par le CSTB. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est un gage de qualité. C'est QB24 du CSTB. Bon, bah, c'est parfait. Ça répond aussi à la question suivante qui demandait la qualification. Et est-ce que c'est un prestataire externe qui le fait? Oui. Oui. Il faut qu'il dispose de compétences et de qualifications dans le domaine des réseaux d'eau. D'accord. Pour le lavage des sols intérieurs, aucune déclaration si utilisation de l'eau de pluie, mais est-ce qu'il y a des contrôles à faire par la suite et quels paramètres contrôler? Je vais peut-être pas rentrer dans ce niveau de détail. On pourra peut-être reprendre les questions parce que sinon, je pense que vous ne tiendrez pas le délai. Oui, c'est ça. De toute manière, on a prévu de faire une foire aux questions, donc Ouais, on pourra répondre à on toutes y les répondra questions plus en vraiment. détail, peut-être avec des liens Ouais, la contrainte des 10 réglementaires. minutes fait qu'il fallait C'est vraiment ça. aller rapidement sur les principales obligations. Et peut-être juste, est-ce que vous pouvez nous dire les eaux spéciales dans les établissements sanitaires, à quoi ça correspond? Ouais, alors pour l'instant, donc comme je l'expliquais, il n'y a pas encore de texte. Il y a des discussions qui sont en cours entre le ministère de la Santé et notamment les fédérations. Ce qui avait été identifié, c'est notamment les rejets d'eau issus de traitements par osmose inverse alimentant l'hémodialyse à stérilisation. Mm. Donc ça fait partie Les des eaux de pistes dialyse. identifiées. Par contre, pour les usages, le point d'attention, c'est que ces eaux peuvent être fortement minéralisées, donc ce ne sera pas nécessairement pour tout type d'usage. Donc voilà, c'est des discussions qui sont en cours au sein du ministère de la Santé, pardon, avec les fédérations, notamment les CEPIAS aussi sont associés. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est juste des pistes à ce stade. Ok, merci. Donc pour les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, on prévoira une FAQ qu'on vous diffusera soit via vos liens d'inscription et qui seront sur les différents sites du REPIAS ou de vos CEPIAS régionaux. Donc je donne la parole à Olivier Meunier qui va nous présenter quelques actions concrètes mises en place dans son établissement pour essayer d'économiser cette eau si précieuse. 400 à 1200 litres par jour et par patient, c'est la consommation d'eau. Philippe l'a rappelé tout à l'heure. On peut passer à la diapositive suivante. Les quelques diapositives que je vous présente, c'est juste
thème par thème sur ce qu'on a mis en place à l'hôpital et finalement, en réfléchissant, on comprend qu'on a gagné en consommation d'eau. Le premier sujet, c'est la gestion des excrétas. Quand on nous a présenté un dispositif à patient unique avec des sacs à usage unique pour chaque miction et chaque selle, on a voulu, plutôt que de dire ouais c'est vachement bien, si c'est vachement bien sur le plan de l'hygiène. Le premier réflexe c'était de se dire c'est bien, on va avoir un circuit très court entre les fesses du patient et la poubelle. On n'est pas obligé de sortir de la chambre, on n'est pas obligé de chercher le couvercle du bassin, on n'est pas obligé de mettre plein de choses compliquées et de traverser tout le couloir avec un truc qui pue. Et donc sur le plan de l'hygiène, ça nous paraissait particulièrement pertinent. Mais après 25 ans d'expérience de fonctionnement des hôpitaux, j'étais persuadé que ça ne suffirait pas à convaincre les décideurs. Donc on a fait toute une étude avec nos ingénieurs sur le fonctionnement des lave-bassins. Et on était intéressé, surpris de voir déjà que le coût d'utilisation du lave-bassin, chaque fois que vous appuyez sur le bouton pour lancer un cycle, c'est 2 €. Donc ça nous paraissait considérable. On a étudié ça de façon plus précise et puis on a vu que sur notre cycle, notre parc de 30 ou 40 lave-bassins dans l'hôpital, ça consommait 2000 mètres cubes d'eau. C'est pas beaucoup, c'est une goutte d'eau par rapport à la consommation annuelle de l'hôpital de notre hôpital en eau, mais c'est 3,7% quand même, 2000 mètres cubes d'eau. Et puis ça rejette dans les effluents de la chimie et un certain nombre de choses, voilà, pas forcément valables. Donc on est revenu sur cette comparaison en disant ça nous coûte 2 €, ça consomme de l'eau et puis un certain nombre de choses. Est-ce que finalement nos dispositifs à patient unique et sacs à usage unique seraient pas pertinents? C'était déjà pertinent sur le plan de l'hygiène et puis en creusant, on a montré que c'était économique, ergonomique, écologique et facile d'utilisation. Et ça s'implante dans les services. Alors un petit peu timidement encore pour certains services parce que c'est des changements d'habitude phénoménaux et nos AS avaient pas forcément envie de changer d'habitude, mais on avance bien sur ce sujet-là. Donc plus de lave-bassins, ils sont pas renouvelés en tout cas. Ceux qui sont obsolètes, ils étaient bien entretenus, parfaitement surveillés, avec des entretiens préventifs par toutes nos équipes techniques. Mais voilà, ça coûte quand même 2 € le cycle. Autre sujet, si on peut passer la diapositive suivante. Autre sujet, c'est une question qui revient souvent sur les sites de discussion, même des hygiénistes. Est-ce qu'on peut avoir des fontaines à eau dans les établissements de santé? Est-ce que l'eau du robinet, elle est compatible avec pas les soins, mais la consommation alimentaire des patients, même des patients les plus fragiles? Et nous, depuis 20 ans, même avant que j'arrive sur l'hôpital d'Agno, la politique des fontaines avait été adoptée pour supprimer l'utilisation des bouteilles en plastique, pour éviter la manutention, la gestion des stocks, le coût, le recyclage des plastiques, etc., avec une qualité microbiologique équivalente entre l'eau embouteillée et l'eau du réseau. Donc, qualité microbiologique équivalente, on passe à l'eau du réseau sur fontaine, à condition que les fontaines soient parfaitement entretenues, et c'est le cas. Nos professionnels de services techniques entretiennent régulièrement, de façon préventive, toutes les fontaines. On en a plus de 70. Elles sont contrôlées microbiologiquement tous les ans et c'est validé par l'EOH. On met même une petite étiquette en disant que l'eau est conforme, délivrée par cette fontaine est conforme, pour rassurer les utilisateurs, avec la date qui permet de rassurer les utilisateurs. Et donc, on vante les mérites de l'utilisation de l'eau en fontaine dans les salles d'attente, même dans les services, et bien sûr pour les patients. On va jusqu'à proposer des fontaines à eau pétillante maintenant, au self de l'hôpital déjà, pour éviter, pour ceux qui aiment l'eau pétillante, pour les éviter d'utiliser de l'eau en bouteille. Voilà, ça délivre de l'eau pétillante instantanément. Et puis c'est aussi utilisé pour vis-à-vis des troubles de la déglutition des personnes âgées. Vous savez que l'eau pétillante stimule les muqueuses et le palais et ça facilite la déglutition ou ça réveille les possibilités de déglutition chez les personnes âgées. Donc voilà une expérience qui fonctionne très bien. Encore une fois, ça fait plus de 20 ans qu'on a 70 fontaines et on a contrôlé, maintenu préventivement et contrôlé régulièrement avec des résultats tout à fait satisfaisants. Et ça se généralise. À chaque fois qu'un service nous demande une fontaine, l'équipe d'hygiène dit oui, bien sûr, puisqu'on sait que c'est un parc qui est parfaitement contrôlé. Diapositive suivante. Pour l'eau chaude sanitaire,
Ça fait pareil une quinzaine d'années qu'on n'a plus de problème de légionnelle dans notre réseau, mais avec les ingénieurs, on a travaillé sur la surveillance continue des températures. Tous les points d'eau, enfin tous les tuyaux et les plus distaux par rapport à la source de production d'eau chaude sanitaire sont équipés d'un détecteur de température. La température est renvoyée immédiatement sur des tableaux de surveillance chez nos ingénieurs, qui peuvent surveiller, qui voient les écarts et qui voient les alertes, surtout quand l'eau descend trop bas en température, et permettent à distance même d'ailleurs de régler les pressions pour pouvoir remonter, refaciliter la circulation de l'eau chaude sanitaire dans les endroits les plus distaux. Donc c'est un travail qui a été mis en place il y a pas mal d'années maintenant et qui tourne tout seul. Alors, on continue à faire des prélèvements, bien sûr. C'est l'équipe d'hygiène qui coordonne les prélèvements et qui analyse les résultats. Alors, de temps en temps, on a des résultats qui sont supérieurs à la limite de détection. On peut avoir 100 ou 200 unités sur un point ponctuel. À ce moment-là, on intervient tout de suite pour changer souvent la douche ou réactiver les purges sur des points qui sont peu utilisés. Mais globalement, depuis plus de 10 ans, on n'a pas de légionnelle à des taux inquiétants à l'hôpital, et surtout on peut rectifier rapidement la situation s'il y a un problème de légionnelle dans l'eau. On n'a pas de filtres terminaux par rapport au risque légionnel. Il y en a dans les tiroirs, ils sont un petit peu périmés. On en a mis quand même dans les tiroirs au cas où on soit confronté un jour à une contamination massive qui nous impose de sécuriser l'un ou l'autre point d'eau, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu à les utiliser. Encore une fois, ils sont périmés dans le tiroir du service. Donc on a toute la prévention sur le réseau, l'assainissement du réseau d'eau chaude qui est fait. Donc toute la liste des éléments à mettre en place s'est fait depuis longtemps avec des résultats qui sont qui montrent que c'est parfaitement efficace. Et cette surveillance continue de température qui vérifie en permanence que l'eau n'est jamais à circuler en dessous de 58 degrés, puisque c'était signifié tout à l'heure que 58 degrés permettait d'éliminer les légionnaires. Diapositive suivante pour un autre sujet. Au bloc opératoire, depuis des années, on ne met pas de filtre antimicrobien, considérant que ça n'a pas de sens. Éliminer la qualité de l'eau est suffisante. Elle est juste purgée le matin à l'ouverture des salles pendant 2 minutes. On sait que si on fait un prélèvement d'eau à l'ouverture des salles avant la purge, on a un dépassement du taux, mais il suffit de purger pendant une ou 2 minutes pour que la qualité microbiologique de l'eau retombe dans les clous, si on peut dire. Et et on est persuadé, et tout le monde sait que la charge microbienne naturelle ou résiduelle de l'eau, qui est vérifiée avec estampillé pour soins standards, est largement beaucoup plus basse que la charge résiduelle microbienne de la flore cutanée du chirurgien, même après lavage. Donc, c'est même pas des bactéries pathogènes pour les mains, pour quoi que ce soit. Donc, on a supprimé les filtres antimicrobiens sur nos os des chirurgiens depuis longtemps. D'autant qu'on est parfaitement rassuré, puisque après le lavage des mains, il y a la friction chirurgicale avec la solution hydroalcoolique qui fait qu'on est dans une situation complètement sécurisée. Alors, on n'est pas tout à fait sur le domaine de l'eau, mais sur l'économie des filtres antimicrobiens qu'on pourrait mettre sur des points d'eau distaux. Autre sujet, c'est là aussi on n'est pas tout à fait dans l'eau, mais on travaille avec des sociétés sur la décolonisation des siphons de lavabo. Il y a des milliers de siphons de lavabo. On sait que c'est assez ragoûtant, dégueulasse quand on les démonte, ce biofilm majeur, massif à l'intérieur des siphons. On sait aussi qu'il y a un risque d'aérosol des bactéries présentes dans ces siphons dès qu'on utilise le lavabo avec un aérosol de bactéries potentiellement pathogènes. On sait aussi que dans ces siphons, la flore est souvent aussi constituée par des bactéries résistantes aux antibiotiques, avec derrière un risque de contamination du matériel, des mains et des patients. Donc, beaucoup s'acharnent à essayer de décoloniser les siphons avec de l'eau de Javel, avec des biocides, avec de la vapeur. Souvent, c'est pas efficace. Et donc là, on travaille sur le remplacement des flores sauvages, si on peut dire, par une flore domestiquée. Le travail est en cours. On espère pouvoir vous donner des résultats prochainement. Je pense que j'ai encore une diapositive. Madame Tissogueras, que vous connaissez tous certainement, disait qu'un hygiéniste, quand il fait un topo, s'il ne parle pas d'hygiène des mains une fois, ben c'est pas bien.
Donc voilà, je me sens obligé de parler de l'hygiène des mains en tant qu'hygiéniste. Et juste ce petit mot pour vous dire, c'est pas des chiffres que j'ai trouvés moi-même. Enfin, je les ai piqués à je ne sais pas qui lors d'une conférence. J'ai dû faire un capture d'écran à toute vitesse pour récupérer ces chiffres et ces images. Donc, quelqu'un a dit, je ne sais pas où, il se reconnaîtra, il dira c'est moi. 20 secondes de lavage des mains, c'est 9 grammes d'émissions de CO2. 3 millilitres de solution hydroalcoolique, c'est 0,9 grammes d'émissions de CO2. Voilà, puis on consomme moins d'eau dès qu'on utilise les solutions hydroalcooliques, ça a été déjà dit, et je vous ai au moins parlé d'hygiène des mains. Diapositive suivante, mais je crois que c'est fini. Je vous remercie pour votre attention. Vous retrouverez tout ça un peu plus détaillé, vous pourrez le lire à tête reposée. C'est dans la revue IGNS, il y a quelques mois, on a fait un peu la synthèse de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre à l'hôpital autour de l'économie d'énergie en tant qu'hygiéniste et autour de l'économie d'eau sur les chapitres que je viens de vous présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Peut-être qu'on peut prendre 2 ou 3 questions. J'essaye de les retrouver. Retrait du lave-bassin en déployant les sacs gélifiants. Comment procédez-vous au nettoyage des bassins entre les patients? Ben, c'est un support pour les sacs. C'est pas un bassin, c'est juste un support pour les sacs qu'on utilise et c'est un patient unique. Donc il l'a pour tout son séjour. Et puis c'est jeté au départ du patient. J'ai pas très confiance aux chiffonnettes, j'ai pas très confiance aux produits détergents désinfectants appliqués avec une chiffonnette sur un support. Donc on valide plutôt l'élimination du support plastique au départ du patient. Alors, il y a plusieurs questions qui disent un peu la même chose finalement. Plutôt qu'utiliser des fontaines à eau, pourquoi pas directement l'eau du robinet si la potabilité est correcte? Oui, oui, on peut. Il y a beaucoup de services si on utilise l'eau du robinet. L'avantage de la fontaine, c'est que ça peut délivrer une eau pétillante si on veut, ça peut, enfin pour certaines, et ça peut délivrer une eau rafraîchie, ce qui est agréable en salle d'attente, dans les services. Voilà. Alors ça, certainement de l'énergie pour faire de l'eau rafraîchie, mais c'est agréable. Mais on peut tout à fait utiliser, dans beaucoup de services, on utilise l'eau du robinet, bien sûr, dans des cruches délivrées dans les chambres, renouvelées régulièrement et proposées aux patients dans leur chambre. Et pour revenir sur les lave-bassins et les sacs à déchets, les sacs gélifiants, est-ce que le coût des déchets a été pris en compte, le coût de l'élimination des sacs de déchets? Oui, oui, même en considérant qu'on avait 5% des patients, en enquête de prévalence, on a 5% des patients qui sont en isolement chez nous, dans notre hôpital, ce qui correspond à peu près à 20 patients en permanence, et en considérant que les selles de ces patients auraient dû ou devraient aller dans des DASRI. Donc même en considérant la différence DASRI et 5% de patients DASRI, ou même si maintenant on pourrait renégocier ça, mais à l'époque, c'était pris en compte jusqu'à l'élimination et le coût de l'élimination. Là aussi, pareil, vous trouverez ça dans une publication dans la revue IGNS il y a quelques mois maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur ce lave-bassin versus sac. Je pense, Agnès, qu'on mettra recueil. peut-être les sources citées par Olivier dans la foire aux questions, hein, sur les lave-bassins. Oui, puis je peux prendre le temps de répondre sur votre foire aux questions. Oui, bien sûr, mais oui, c'était aux questions prévu, des uns et Olivier. des autres. Ouais. C'est prévu qu'on te sollicite. Merci. Donc Anne-Laure Lemonnier et Karen Van Kostem, qui sont respectivement du CEPIAS Normandie pour Anne-Laure Lemonnier et CEPIAS Ara pour Karen Van Kostem. J'espère que j'écorche pas ton nom, qui vont nous présenter notre fiche pratique sur eau et prévention du risque légionnel. Merci Agnès pour cette petite introduction. Donc, nous sommes toutes les deux membres du groupe de travail InterCEPIAS et nous souhaitons en fait vous présenter un travail qui a été réalisé conjointement avec l'ARS Normandie et notamment Bérengère Bletunois, qui porte sur les éléments qui permettent d'aller vers la sobriété hydrique au sein de vos établissements, tout en prévenant le risque infectieux. Alors, c'est un vrai dilemme en cette période de canicule.
et notamment nous vous parlerons de la problématique des purges d'eau. Alors, donc, comment réaliser des éco-gestes tout en évitant les faux pas. Je laisse passer la prochaine diapo, Karen. Voilà. Voilà, donc la prévention des risques légionnels et brûlures nous impose de maîtriser les températures de l'eau dans les installations, de prévenir la stagnation de l'eau et d'assurer une bonne circulation, de lutter contre l'entartrage et la corrosion, de surveiller les températures et les teneurs en légionnel, et puis bien sûr d'établir des protocoles et de réaliser une traçabilité de toutes nos actions. Parallèle, on a d'autres impératifs qui sont ceux de la transition énergétique et de la transition écologique, qui nous imposent dans les établissements de limiter les dépenses énergétiques, donc c'est d'améliorer les rendements, les pertes calorifiques, bien entretenir les réseaux. On nous demande également de réduire la consommation d'eau, donc limiter son gaspillage, et limiter les déchets dans une moindre mesure, notamment prévenir l'utilisation des filtres Parce anti-légionnels. que voilà, je suis revenu, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas le son. Alors donc, comment tout concilier? Nous souhaitons nous représentons une fiche qui est issue de notre groupe de travail et qui a pour but en fait de vous guider pour éviter les éco-faux pas et pour mettre en place de bonnes pratiques au sein de vos établissements dans le but d'aller vers une consommation d'eau plus vertueuse tout en prévenant le risque de brûlure et de légionnel. Donc, nous allons vous faire une présentation de cette fiche à deux voix. Donc, Karen si j'installe des points d'eau sur les réseaux sans avis préalable et si je maintiens des points d'eau non utilisés, il s'agit d'un éco-faux pas. Pour quelle raison? Alors tout simplement parce qu'installer des points d'eau sur un réseau sans avis préalable, ça veut peut-être dire installer des points d'eau qui finalement ne sont pas nécessaires. Tous les points d'eau sont à entretenir, donc ça va demander des actions supplémentaires d'entretien, de purge, de prélèvement d'eau. Idem pour les points d'eau non utilisés, c'est-à-dire une augmentation des coûts en temps agent, en consommation d'eau puisqu'il va falloir purger, voire en produits d'entretien pour le détartrage de ces points d'eau. Alors, quelles sont les bonnes pratiques concernant l'utilité des points d'eau? Alors, le mieux, c'est d'évaluer régulièrement l'utilité de chaque point de puisage dans son établissement et de faire régulièrement le point avec les utilisateurs, les encadrants sur les points d'eau positionnés dans les services. Retirer les points d'eau non utilisés si possible ou au moins couper l'eau à la boucle, c'est-à-dire au plus près de la boucle. C'est ce qui va être le plus économique. On peut également étudier le remplacement des points d'eau de lavage des mains qui, à une certaine époque, ont été mis pour les bâtiments les plus anciens à de nombreux endroits, notamment certains couloirs, encore par un distributeur de solutions hydroalcooliques, puisque c'est la friction hydroalcoolique des mains qui est la méthode de référence. Et toujours demander l'avis de l'hygiéniste lors de travaux sur le positionnement des points d'eau, de façon à ne pas en mettre trop ou alors les mettre à des endroits bien utiles. Alors, si je diminue les températures de production de l'eau chaude sanitaire, qu'est-ce qu'il en résulte? Oui, comme l'ont dit les intervenants précédents, effectivement, la température de l'eau, notamment pour la légionnelle, c'est important. Elle ne doit pas descendre en dessous d'une certaine température. Il faut donc éviter de diminuer les températures de production. Sinon, on va être confronté à un risque de prolifération de légionnelle dans le réseau d'eau chaude. Alors, comment réaliser la prévention des variations de température? Eh bien, tout d'abord en calorifugeant le réseau, que ce soit l'eau froide ou l'eau chaude. On peut aussi calorifuger les ballons de stockage et les échangeurs à plaques, ce qui va éviter les pertes de chaleur, les pertes calorifiques et donc diminuer les coûts. Comme l'a dit Madame Le Dunois tout à l'heure, faire auditer son réseau d'eau puisque c'est réglementaire. Donc cette analyse de risque va permettre de effectivement faire le point sur l'équilibrage de son réseau, sur les points où les températures ne sont pas suffisantes. On va pouvoir également étalonner annuellement les thermomètres situés sur les installations et bien les vérifier pour vérifier qu'on est également à la bonne température. Surveiller quotidiennement la température au niveau des ballons d'eau et ensuite mitiger l'eau chaude au plus près des points d'usage et non sur le bouclage, parce que sinon on a une eau mitigée sur le bouclage, ce qui va être intéressant pour la multiplication des légionnels.
Troisième éco-faux pas, je reporte les petites réparations sur le réseau d'eau. Quelle raison est-ce un éco-faux pas? Alors c'est vrai que parfois, pour des raisons économiques, on a tendance à reporter les petites réparations, à privilégier les gros travaux. Par contre, les petites réparations, les fuites d'eau, comme l'a dit le docteur Caranco tout à l'heure, c'est les premières sources de surconsommation d'eau dans les établissements. De même, des stagnations d'eau quand on a une fuite ou alors un problème de pompe de recirculation, par exemple, avec une stagnation de l'eau dans les réseaux, bah, ça peut aussi favoriser le risque de prolifération bactérienne. Alors, comment prévenir les fuites d'eau? Eh bien, il va d'abord falloir demander à toute personne identifiant une fuite d'eau de la signaler, notamment pour les sanitaires. Les fuites dans les WC sont courantes. Donc, si on veut faire des économies d'eau, eh ben, commençons déjà par faire la chasse aux fuites, vérifier les chasses d'eau, procéder à leur maintenance préventive, remplacer les robinetteries qui fuient, privilégier les robinets mitigeurs les plus simples, mais de bonne qualité. Éviter les robinets avec cellules photoélectriques, avec commande au coude ou à la cuisse quand c'est possible, hein, quand ça n'est pas réglementaire. Mais en tout cas, un mitigeur très simple, c'est celui qui a souvent la meilleure durabilité et des maintenances facilitées. Pensez à nettoyer, détartrer, désinfecter l'ensemble des éléments périphériques de la robinetterie, au moins une fois par an, voire 2 fois par an pour les services à risque, et ou les remplacer au besoin. Et en fait, enfin, adapter la fréquence de l'entretien à l'encrassement ou l'entartrage observé, puisque en fonction des régions, on n'est pas confronté au même degré TH de calcaire dans l'eau. Et si j'installe des réducteurs de débit d'eau sur les points de puisage sans analyse de risque, quelles sont les conséquences? Eh bien alors, ça peut être problématique puisque un réducteur de débit, ça pourrait être une bonne idée. Effectivement, si on envoie moins d'eau, on va en consommer moins. Par contre, attention, sur certains réseaux, ça peut favoriser les interconnexions chaude-eau froide. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire plusieurs puisages en simultané, on va pouvoir avoir du relargage d'eau froide dans l'eau chaude et donc faire baisser la température. Ça peut être également difficile d'éliminer les salissures lors de la toilette avec un jet d'eau affaibli. Je pense aux douches, notamment des patients quand le débit d'eau n'est pas suffisant. Et on peut avoir une contamination possible de ces réducteurs de débit d'eau. Alors, quelles sont les alternatives aux équipements de réduction de débit? Eh bien, avant de penser à réduire le débit, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà chercher d'autres opportunités de réaliser des économies d'eau et notamment la recherche de fuites. Ensuite, pensez aussi à bien faire passer le message que pendant la toilette, il faut éviter de laisser couler l'eau et bien d'adapter le remplissage des bassines aux besoins. Enfin, pour les points d'eau de lavage des mains, envisagez des robinetteries temporisées type poussoir pour tout ce qui est sanitaire commun notamment, ou des leviers mitigeurs avec des butées à mi-course pour éviter que les personnes ouvrent le robinet sur le débit le plus fort, ou alors même une alimentation en eau froide seule. Et puis attention, avant toute installation de réducteur de débit, ça peut se faire. Par contre, demandez l'avis des services techniques, du concepteur du réseau, du cabinet expert en audit des réseaux qui a pu faire votre évaluation des risques. Un autre faux pas, j'ai tendance à arrêter les purges des points d'eau non utilisés en cas de sécheresse. Quelles sont Eh les bien oui, conséquences notamment en ce moment, il fait en ce très moment? chaud là. On pourrait se dire, ben, on va faire des économies d'eau et donc on va moins purger, mais c'est un éco-faux pas. En fait, ça va favoriser la stagnation de l'eau dans les réseaux et donc favoriser le risque de prolifération bactérienne. Quelles sont les bonnes pratiques concernant la gestion de ces points d'eau? Eh bien, pour les points d'eau durablement non utilisés, je vous parlerai ensuite des points d'eau quand il n'y a pas de vanne ou ponctuellement utilisés. Alors, les durablement non utilisés, il faut procéder à leur recensement exhaustif. Il faut les supprimer, voire privilégier la coupure d'alimentation en eau du service ou d'un point d'eau concerné au niveau de la boucle. Alors, je pense par exemple, on va arriver sur les périodes estivales, donc fermeture de service complète. On peut prévoir à la construction une vanne qui va permettre de couper l'ensemble de l'eau du réseau et à ce moment-là, on assèche la tuyauterie le temps de la fermeture du service. Le but, c'est de ne pas créer de bras morts. Si on a des canalisations qui contiennent de l'eau stagnante entre la bouteille et le point de puisage, c'est là où on va avoir création de biofilms, prolifération microbienne. Si on n'a pas de vanne,
Ou alors si on ne peut pas, si mon point d'eau est quand même ponctuellement utilisé, donc je ne vais pas pouvoir couper complètement la consommation d'eau, et bien à ce moment-là, il est demandé dans la réglementation de purger toutes les 48 heures en eau mitigée avec une durée correspondante au temps de renouvellement du volume stagnant. Donc je m'explique. Souvent dans les purges, on a tendance à dire 3 à 5 minutes de purge, ce qui est énorme et ce qui est une énorme consommation d'eau. Ce qu'il faut effectivement, quand un réseau est bien équilibré, c'est ouvrir son réseau sur l'eau chaude à fond, regarder le temps qu'on va mettre à avoir la température maximale d'eau chaude, puis passer sur le même temps sur l'eau froide. Et normalement, sur un réseau bien stabilisé, on va avoir une durée de purge qui va être 1 minute grand maximum. Donc voilà, donc 1 minute, c'est normalement suffisant pour purger. Tracer ces purges, j'ai toujours demandé l'avis de l'hygiéniste et des services techniques pour adapter les prélèvements d'eau et la place de filtre éventuelle sur des points d'eau ponctuellement utilisés ou non utilisés. Et si j'installe les systèmes de brumisation collective? Alors, sur les systèmes de brumisation collective, bah effectivement, hein, puisqu'il fait très chaud en ce moment, on aurait très envie de le faire. Donc, je vous rappelle, c'est les systèmes qu'on peut trouver sur certaines terrasses de café, notamment hein, avec un brouillard d'eau qui est pulvérisé. Ça, c'est une vraie surconsommation d'eau. Ça augmente le risque de contamination par inhalation de microgouttelettes, notamment pour la légionelle. Et si vous avez de l'eau stagnante sous ces systèmes de brumisation, on a un risque de gîte larvaire de moustiques. Et donc actuellement, en période de canicule, Alors, si nos patients ou résidents souffrent de la chaleur, eh ben, d'abord fournir des brumisateurs individuels en bombe aérosol. Alors, c'est effectivement pas ce qu'il y a le plus écologique, mais il faut absolument prévoir maintenant lors de la conception des locaux des lieux avec des températures contrôlées, c'est-à-dire avec une climatisation correctement entretenue. merci beaucoup. Donc, nous avons finalisé la présentation de notre petite fiche que vous pouvez retrouver sur le site du VEPIA. Nous vous remercions et nous vous souhaitons de passer un bel été. Merci pour votre duo. Il y a beaucoup de questions. Malheureusement, je crois qu'on est très pris par le temps. Alors, je sais pas, peut-être est-ce que vous pouvez y répondre directement dans le chat, Karen et Anne-Laure. C'est surtout sur la fréquence des pulls. Tu as répondu toutes les 48 heures. Est-ce que c'est réglementaire ou pas? La fréquence d'entretien des pommeaux de douche, des mitigeurs, de toute la robinetterie. Oui, et puis Peut-être on y Peut-être répondra dans dans le la cadre, FAQ aussi. Oui. ouais, peut-être dans le cadre de la foire aux questions, ouais. Donc on va en rester là parce qu'on a dépassé largement le timing. Je pense que le prochain webinaire, on prendra 1h30, ce sera moins frustrant pour tout le monde. En tout cas, je remercie tous les participants du jour. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter si vous avez d'autres questions. On prendra le temps d'y répondre dans la foire aux questions et sinon vous pouvez vous adresser à vos CEPIAS et puis faire remonter les questions au groupe de travail inter-CEPIAS sur cette thématique, qu'on puisse y réfléchir tous ensemble et avoir une réponse coordonnée. Donc on vous remercie et puis on vous dit au prochain webinaire qu'on n'a pas encore fixé, mais qu'on ne manquera pas d'organiser. Bonne fin de journée, bon après-midi. Merci Merci à bien. tous. Bonne Merci journée. Agnès. Lorsque vous quitterez le webinaire, vous aurez un questionnaire qui va s'afficher. Donc, c'est un petit questionnaire de satisfaction. Donc, pensez à le remplir. Merci. Natacha, par contre, les questions, elles sont sauvegardées, hein, d'accord? Oui. Oui, super, merci. Ciao tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.